Bonjour et bienvenue à vous, Jean-François Sénéchal. Je suis votre prof d'éthique. Comment allez-vous cette semaine? Bienvenue à votre podcast d'accompagnement du cours FI 3900, votre podcast préféré. C'est sûr, c'est peut-être le seul. Ben, j'imagine que c'est le seul podcast d'accompagnement de cours que vous avez cette session. En tout cas, j'entends pas beaucoup parler de ce genre de formule-là. Il y en a sûrement quelques-uns sur le campus. Bienvenue à votre podcast. Retour peut-être sur la semaine passée. La semaine passée, module 2, pour vous replonger un peu là-dedans. On parlait de déontologisme, d'éthique de la vertu, de conséquentialisme. Donc, si vous avez fait votre boulot cette semaine, vous avez écouté le podcast, fait un peu le contenu du module 2, ça devrait être maintenant des notions beaucoup mieux comprises. J'ai aussi publié ce vendredi dernier un épisode sur les évaluations du cours FI 3900. Donc là aussi, ça devrait être plus clair pour vous. C'est à quoi ça va ressembler vos évaluations dans ce cours. Sinon, allez réécouter l'enregistrement si autour de vous, on ne sait pas exactement où on s'en va, on a l'air un peu perdu, ben dites-leur d'aller écouter cet épisode-là. Ça va les remettre sur la bonne voie. Puis, de votre côté, ben, vous avez fait tout ça. Donc, bravo, vous êtes à jour. Puis, sinon, si vous n'avez pas fait tout ça, puis là, c'est la première fois que vous sautez dans le podcast, il n'est pas trop tard. C'est peut-être le temps d'accélérer un peu, mais c'est possible de rattraper le train, évidemment. OK, avant de sauter dans le module 3, quelques remarques. D'abord, merci pour votre participation. Écoutez, sur le, les stats de cours, là, c'est sûr que là, vous êtes 190. Là, c'est sûr que ça gonfle un peu mes stats, mais c'est quand même impressionnant. En termes de pourcentage, là, il y en a 75% d'entre vous qui se sont présentés sur les forums. Donc, même si je réponds seulement aux 50 premiers, il y en a plusieurs qui se sont présentés, puis c'est toujours le fun de vous lire. Plusieurs milliers de branchements l'ENA. Ça aussi, c'est impressionnant dans un cours où il y a autant de monde. Les téléchargements du podcast, je pense qu'on est rendu à plus de 300 téléchargements des 3 premiers épisodes, dont l'épisode extra de vendredi dernier qui a un nombre de téléchargements un peu moindre. C'est normal, je vous avais dit, si vous étiez en classe, c'est pas nécessaire d'aller le télécharger. Donc, bravo! Merci d'être là. Bravo pour surtout pour votre engagement précoce dans ce cours. C'est pas évident, là, au retour des fêtes, de sauter tout de suite là, dans un contenu de cours. Puis, pour plusieurs d'entre vous, vous êtes déjà très bien engagés dans le contenu de ce cours. Puis, ça devrait contribuer à votre réussite dans ce cours. Du moins, si ça fait partie. C'est mon plus grand souhait, évidemment. Petit mot aussi sur le forum numéro 2. Le forum numéro 2, écoutez, il est en feu. Il est en feu. Je vous demandais des exemples de déontologisme, d'éthique de la vertu, puis de conséquentialisme. Puis je pense que pendant ma présentation, il y en a plusieurs qui bouillaient de nous confier leurs exemples parce que le forum il est en feu. En fait, celui sur la culture populaire, il est particulièrement bien fumant. Donc, Harry Potter, Spider-Man, The Office, quoi d'autre? Il y a même Naruto, OneNote. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ben, Marvel, DC sont toujours là. Évidemment, allez consulter ce premier forum. Les exemples sont vraiment enthousiasmants. L'autre forum aussi, là, qui était peut-être un peu plus concret sur tout le débat entourant la gestion de la COVID. Donc, vous allez voir il y en a plusieurs qui ont de très beaux exemples de discours politiques où on puise dans ces 3 modes de raisonnement. Puis là aussi, c'est assez éclairant. Si pour vous, c'est pas encore clair, là, ces 3 modes de raisonnement, allez voir les exemples cités par vos collègues de cours, puis vous allez voir que c'est assez instructif. Donc, conséquentialisme, déontologisme, éthique de la vertu, pour plusieurs, ça semble bien maîtrisé. Puis, bravo et encore bravo pour votre engagement précoce dans ce cours. Parlons des travaux d'équipe aussi. Donc, les équipes, vous avez vu, les équipes, elles sont faites. En fait, pour celles et ceux que c'était pas tout à fait concluant, ou conclu plutôt, la formation de ces équipes, je suis allé ce matin. Ce matin, on est lundi. Vous aviez jusqu'à hier, 23h59, pour constituer vos équipes
Puis il reste encore plusieurs étudiants seuls. Donc, je vous ai ajouté à des équipes constituées. Sinon, j'ai carrément créé de nouvelles équipes. Donc, pour les ajouts, si votre équipe était déjà constituée, puis j'ai vu que vous avez vu plutôt que je vous ai ajouté quelques étudiants et étudiantes, intégrez-les rapidement. Ça fait partie de votre boulot de vous assurer que tout le monde contribue de façon équitable dans cette équipe. Puis une façon de vous en assurer, c'est d'intégrer rapidement celles et ceux qui n'ont peut-être pas participé aux premières étapes de discussion, sinon aux premières étapes de rédaction. Je vous rappelle aussi de me partager votre document de travail. Donc, il y en a plusieurs qui travaillent sur Google Docs ou Teams. L'important pour moi, c'est d'avoir un vrai beau document de travail où je peux aller voir ce qui se passe, aller éditer, faire un suivi de qui contribue, combien, qui contribue moins ou pas. Ça aussi, ça fait partie de ma gestion, essayer oui, que les contributions soient équitables. Puis si c'est pas équitable, ben intervenir au besoin. Puis à la fin, ben sanctionner aussi si des fois la contribution d'une personne est de beaucoup moindre, sinon inexistante. Si vous avez, donc là, c'est le TP1. C'est là où vous en êtes. Votre équipe est constituée. Maintenant, il faut faire le TP1. Je ne répéterai pas les instructions ici. Si vous avez besoin des instructions, elles sont dans l'épisode 151, donc l'épisode précédent. Et vous allez voir, là, j'y explique dans le détail, ou dans assez de détails, oui, je dirais, le TP1, qu'est-ce que vous devez faire, comment le faire. Puis, je vous rappelle que pour répondre à la question quand, ben pour vous, le TP1, c'est à remettre dans 7 jours. C'est à remettre ce dimanche, 4 février, 23h59. Puis, en une semaine, c'est aisément faisable, là, tout ça. Là. Le TP1, c'est à peu près une page. Je dirais que le défi, c'est un défi de gestion d'équipe puis de rédaction à plusieurs mains, mais ça peut se faire aisément. Faites-le sérieusement. Faites des recherches pour vous assurer que votre TP1 soit pertinent, parce que je vous rappelle que le TP1 et le TP2 sont intimement liés. Puis un mauvais TP1 devrait logiquement se traduire en un très mauvais TP2. Donc, soyez prudent en cette matière. OK, module 3, bon, on va mettre la table. On se lance. Qu'est-ce qui vous attend demain en classe? En classe, demain, on poursuit notre réflexion. Je dirais qu'on poursuit la réflexion entamée au cours 1. Hein, rappelez-vous, cours 1, la première fois qu'on s'est rencontrés. La première étude de cas qu'on avait faite, c'était l'histoire de Karen Duhamel. Puis je m'en étais servi pour vous démontrer que les problèmes éthiques, ça existe. C'est pas quelque chose qui n'existe pas. Puis je vous ai donné l'exemple de Karen Duhamel. Mais évidemment, le cas de Karen Duhamel, c'est un cas très rare. Et heureusement que c'est très rare. Puis dans ce module 3, c'est différent. C'est-à-dire que j'aimerais aborder dans ce module des problèmes éthiques qui ne ressemblent pas vraiment aux problèmes rencontrés par Karen, parce que les problèmes que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est les problèmes qui sont moins graves, mais qui sont peut-être plus fréquents que vous le pensez. Puis sinon, pourquoi vous donner un cours d'éthique s'il n'y a pas des problèmes éthiques dans l'exercice de votre profession? Et c'est ce à quoi j'aimerais m'attaquer avec vous, là. Donc, les problèmes qui sont plus fréquents. Donc, on va voir la faute, les manquements dans l'exercice de votre profession. On va voir le nombre, la fréquence, la nature aussi des fautes commises. Différents problèmes, différents manquements, des fautes ordinaires et plutôt communes et fréquentes dans l'exercice de votre profession. Puis ça, c'est important de vous en parler dans ce cours parce que, c'est ça, certains problèmes éthiques sont pas rares du tout. Puis, il faut en parler. C'est sûr que ce sont des problèmes qui, typiquement, là, c'est parce qu'ils ne sont pas assez graves pour être détectés, peut-être. Sont pas assez graves pour être dénoncés ou même sanctionnés, c'est sûr. Mais ce sont des petits problèmes qui, parce qu'ils sont nombreux, une fois qu'ils sont cumulés, étant donné leur nombre puis la fréquence de ce genre de problème-là, souvent ça peut causer plus de problèmes à un système
que les exemples graves et spectaculaires comme celui de Karen Duhamel. Hein, c'est ça le problème. C'est des petits problèmes qui, une fois cumulés, créent par leur nombre un encore plus gros problème que les problèmes graves de type là, Karen Duhamel. Puis, dans ce cours demain, j'aimerais aussi vous convaincre que vous faites partie du problème. Et ça, c'est peut-être le passage intellectuel le plus... Intellectuellement, c'est peut-être ce qui est le plus difficile, admettre qu'on a un problème. Admettre qu'on fait partie du problème. Puis ça, c'est nécessaire de vous démontrer que vous faites partie du problème. Sinon, ben pourquoi aurais-tu besoin, toi? Oui, je parle à toi, là. Sinon, pourquoi aurais-tu besoin de suivre un cours d'éthique? Si on te donne un cours d'éthique, c'est parce qu'on pense que toi aussi, tu fais partie du problème. Peut-être que tu m'écoutes distraitement, là, en ce moment, mais là, c'est le moment de lâcher ton sel, puis scroller ta vie, là, pendant que tu écoutes ton prof. Écoute-moi un peu, parce que toi aussi, tu fais partie du problème. On va y revenir en classe, puis on va y revenir aussi dans ce podcast. La question principale de ce module 3, c'est est-ce que êtes-vous à risque? Hein? Es-tu à risque, toi, de commettre une faute, de commettre un manquement ou d'être témoin de manquement sans rien dire? Est-ce que les autres questions de ce cours, est-ce que tu es personnellement à risque? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous êtes collectivement à risque? Dans quelle mesure? Comment gérer ce risque? Ça, c'est sûr que ça va faire partie des questions de ce cours. Puis surtout, comment réduire ce risque? C'est souvent de cette manière-là que je procède. D'abord, reconnaître le risque, reconnaître qu'on fait partie d'un risque, essayer de le mesurer, puis essayer de le gérer prudemment. Typiquement, là, c'est comme ça que je procède avec la plupart des problèmes rencontrés dans ce cours. Et le problème, je le mentionnais d'ailleurs dans mon premier cours, la première fois qu'on s'est rencontrés, le problème, c'est qu'on se pense honnête. Hein? On se pense bien bon en matière d'éthique. Mais dès qu'on se met à s'auto-évaluer, à faire un petit peu d'auto-réflexion, ça tient rarement la route là, dans les faits. Est-ce que toi, hein, dans les faits, est-ce que tu es à ce point-là honnête et intègre? Peut-être que tu auras envie de me dire oui, mais réfléchis-y encore un peu. Parce que si ce n'est pas le cas, il y a des conséquences à cette surestimation personnelle. C'est un peu ça aussi le thème du cours, la surestimation personnelle et collective de nos compétences en matière d'honnêteté et d'intégrité. Parce que cette surestimation, ça se traduit souvent par une forme je dirais, de fermeture au dialogue. J'en ai parlé aussi au cours 1, là, quand je te disais que la plupart de mes formations, là, quand je donnais des formations ou des cours, là, ce que je rencontre typiquement, c'est des personnes qui me regardent lors de notre première discussion, puis qui me regardent avec les bras croisés, puis qui me disent, tu sais quoi, moi, j'ai rien à me reprocher, Jean-François, là. Il n'y en a pas de problème, puis je fais pas partie du problème, très certainement. Puis, conséquemment, tu n'as rien à m'apprendre. Hein? Puis, il me semble qu'il n'y a pas pire élève qu'une personne qui croit savoir, puis qui sait ce qui est bien, puis qui se dit être honnête, puis qui ne doute plus de ses propres failles. En philo, on dit ignorant de ses propres ignorances. Il n'y a pas pire élève que celui-là. Alors que celui qui se dit au moins ignorant, celui-là, il se tourne au moins vers la connaissance. Je dirais de la même façon, si vous êtes capable de reconnaître quelques failles, au moins il y a une forme d'ouverture là, pour apprendre quelques notions et pistes de solutions. À la fin du cours 3, c'est-à-dire qu'en abordant le thème de la surestimation, en vous expliquant les manquements, mon objectif principal, je dirais, c'est que vous cessiez de vous surestimer, que tu cesses
de surestimer tes compétences en matière d'éthique. Donc, surestimer. Que tu sois capable de bien les estimer, bien les connaître, se connaître. Hein? Ça fait partie toujours des objectifs, là, se connaître soi-même, c'est-à-dire connaître au moins ses compétences en matière d'éthique, puis peut-être ses failles. Puis à la fin du cours 3, si je fais bien mon boulot, à la fin de ce podcast et cumulé avec la fin du cours, ben, vous surestimerez un peu moins, ou vous aurez une compréhension plus juste, je dirais, personnellement et collectivement de vos propres failles. Et lorsque vous sentirez vos propres failles, puis vous vous sentirez un peu mal outillé pour affronter les problèmes éthiques de votre profession, ben, ça sera un bon signe. Je sais que ce n'est pas une position que vous aimez, là, une espèce d'anxiété. Est-ce que j'ai vraiment les bons outils? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt à affronter des problèmes éthiques? Euh, ben, je sais que c'est un peu angoissant, mais en même temps, c'est la bonne position de départ. Parce que vous allez sentir ces failles, ces incompétences, au sens, on ne juge pas les incompétences, mais une fois qu'on a reconnu ces incompétences-là, on peut se tourner vers la connaissance, l'apprentissage, puis aller au-delà de ces incompétences, progresser, s'améliorer individuellement et collectivement. Et pour vous montrer au cours 3, pour vous montrer que vous n'êtes pas aussi honnête que vous ne le pensez, notre premier terrain, vous allez voir demain, j'ai bien hâte de vous présenter ça, c'est la triche sur les bancs universitaires. Trichez-vous à l'université? Mais toi qui m'écoutes là, est-ce que tu triches? As-tu déjà triché pendant des cours à distance et un examen à distance pendant une pandémie? Hein? Ça t'est déjà arrivé, ça? Hein? Bon, c'est ça, hein? On va parler des risques associés à la triche universitaire, les contextes où la triche est peut-être plus facilitée, les causes, hein? Pourquoi toi tu triches? C'est quoi les causes de cette triche? Est-ce que c'est par manque de temps, manque de formation? Est-ce que c'est parce que c'est difficile? Est-ce que parce que justement tu manques de compétences parce que tu as déjà triché? Est-ce que c'est l'influence des pairs? Puis toi, est-ce que tu es à risque dans un contexte où tu manques de temps, où on accroît les pressions de performance, où on manque de surveillance? Voilà, c'est les éléments de système, c'est des pressions, hein, ce qu'on appelle des pressions organisationnelles. Puis, toi, comment tu réagis face à ce genre de contexte et à ce genre de pression? C'est ce qu'on va voir dans le cours de demain. On va voir que ces pressions sont là, existent déjà à l'université, mais le problème, c'est que ça risque de se reproduire dans l'exercice de ta profession. Hein. Pression de performance, manque de temps, manque de formation, des objectifs là, très élevés, difficulté de la tâche, des personnes qui manquent un peu de compétences, surcharge de travail, l'influence des pairs, tout ça, c'est là à l'université. Ça nous permet d'expliquer pourquoi on triche et ce sont les mêmes causes qui risquent de se répéter dans l'exercice de la profession. Puis, c'est assez inquiétant si vous acceptez ce raisonnement logique-là parce que vous allez voir les chiffres que je vais vous présenter là, en matière de triche universitaire. C'est assez inquiétant. C'est-à-dire que ça fait frémir, en tout cas, le vice-doyen aux études à chaque fois que je lui en parle. C'est Alain Garnier en ce moment dans la faculté de sciences et génie. Puis, toutes les fois que je parle de ça, c'est sûr que ça lui fait peur. Hein? Vous allez voir les chiffres, c'est assez impressionnant. Puis, c'est un petit peu absurde parce que vous croyez intègre individuellement et collectivement, mais le constat empirique, c'est pas mal plus navrant. Puis, je vous confie déjà un des chiffres que je vais présenter demain. Vous allez voir qu'une personne sur deux dans votre groupe, une sur deux, a déjà triché à l'université. Une sur deux. Donc, c'est la moitié. La moitié de votre groupe, là, a déjà triché au moins une fois dans un travail ou un examen.
Puis en fait, c'est peut-être un peu plus, là, puisqu'il y a juste une personne sur deux qui admet avoir triché, puis l'autre personne sur deux qui n'a jamais triché, il y en a peut-être une partie qui ont déjà triché quand même. Bon, ça fait partie des limites empiriques là, d'une étude en matière d'éthique, là, mais il y a toujours des chiffres cachés là, lorsqu'on se met à examiner les comportements moraux. Mais disons déjà qu'une personne sur deux admet avoir triché. Une personne sur deux. Puis évidemment, c'est juste ceux qui écoutent pas les podcasts là, qui trichent en classe, ou à moins que ce soit un peu tout le monde et la moitié d'entre vous, y compris la moitié d'entre vous qui écoutez le podcast en ce moment. L'important, c'est une personne sur deux a déjà triché dans l'université. Puis mon cheminement logique, c'est qu'une personne sur deux risque de tricher dans l'exercice de sa profession parce qu'il va tricher pour les mêmes raisons, puis en réponse au même genre de pression. 1/2, puis voilà. Hein? C'est-à-dire que la majorité des petits manquements, des petites triches ordinaires sont commises par des personnes comme toi qui se disent et se croient honnêtes, mais lorsqu'on examine plus attentivement, ces mêmes personnes-là, une personne sur deux ont déjà triché, donc ont déjà commis des comportements qui s'éloignent, je dirais, de nos idéaux en matière de vérité et d'honnêteté, sinon de justice. Hein? Des gens comme vous et moi qui se pensent et se disent honnêtes. Et pédagogiquement, ce constat-là ou ces chiffres-là, pour vous, là, c'est important de les connaître déjà, ces chiffres, et de faire le constat que peut-être que toi aussi, tu es à risque. Euh, Peut-être que tu es sensible à des contextes de risque. Nous le sommes tous. Puis par nous, je parle de moi aussi, là. On a tous, dans notre vie, pris de bonnes et moins bonnes habitudes. Puis, pour vous, c'est pendant votre formation, quel type d'habitude vous avez déjà commencé à prendre? Puis, est-ce que ça risque pas de se refléter dans l'exercice de votre profession? Puis, c'est important de reconnaître ça parce que la réalité, c'est que vous avez de la difficulté à reconnaître ça. Euh, Vous connaissez souvent mal, d'ailleurs, les règles, les normes. Ça, c'est important de s'en rendre compte là, dans l'exercice de votre profession. Vous dites, je vais suivre les normes, les règles, mais la réalité, c'est que vous ne les connaissez pas vraiment. Donc, vous connaissez mal les règles, vous connaissez mal les normes. Vous ne connaissez pas nécessairement les attentes en matière d'éthique associées à l'exercice de votre profession, les normes, les règles associées à votre milieu de travail. Vous connaissez souvent mal les obligations associées à votre profession. Pour plusieurs d'entre vous, vous ne saviez même pas que vous alliez exercer une profession avant de commencer ce cours. Vous connaissez mal vos droits. C'est sûr que pour certaines professions, ils ont des connaissances en droit un peu plus poussées. Mais je dirais que pour la majorité de mes étudiants et étudiantes, c'est souvent le droit, c'est pas toujours là où vous avez consacré de nombreuses heures à votre formation. Vous connaissez mal aussi vos propres inclinaisons, failles, habitudes. Ça fait partie de la réflexion. Mais vous vous croyez compétent. Hein, je le disais plus tôt, c'est important de reconnaître ça, de faire ce constat. Si vous pensez déjà compétent, puis à l'abri du risque, moi, je vais perdre mon temps dans ce cours-là. Puis vous aussi, vous allez perdre votre temps si vous n'êtes pas capable d'aller au-delà de ce constat. Mais si vous acceptez, d'ici la fin de ce module, puis d'ici la fin de ce cours, si vous acceptez le fait que, disons, formulons-le comme une hypothèse, là, si vous acceptez que vous avez collectivement et personnellement des failles, si vous acceptez de reconnaître que vous êtes personnellement à risque, on peut faire un bout de chemin ensemble, hein, et tenter ensemble de voir quels sont les problèmes, justement, quels sont les risques, comment on peut s'y préparer, comment on peut gérer tout ça, puis trouver quelques pistes de solutions.
Parlant de failles et de fautes et de manquements, cette semaine, dans l'enregistrement de cours, je vais vous présenter un résumé des travaux de la commission Charbonneau. J'en ai un peu parlé vaguement en classe, mais on va prendre le temps de l'approfondir un peu plus. Il faut absolument que ça fasse partie de votre culture professionnelle, culture personnelle aussi, que vous sachiez c'est quoi la commission Charbonneau, là, si jamais autour de vous, on vous en parle. Puis je compte bien m'assurer que vous connaissiez un peu mieux cette commission Charbonneau. Puis vous allez voir, c'est une commission d'affaires publiques, d'enquête publique plutôt, qui est assez récente dans l'histoire du système professionnel. En fait, moi, c'est comme si c'était hier, là, mais pour vous, euh, je pense que l'âge que vous aviez au moment de la commission Charbonneau, c'était loin de faire partie de votre quotidien, sinon vos préoccupations. Puis, c'est important d'y consacrer quelques heures de votre temps, que ce soit en lecture ou en écoute, parce que vous allez voir, la commission Charbonneau, c'est impressionnant ce qui s'est fait. Ça dépeignait un système de collusion, corruption à Montréal et à Laval dans l'industrie de la construction. Puis là, vous vous dites, ben moi, je suis pas dans l'industrie de la construction, puis je suis pas à Montréal, puis pas à Laval, puis c'est pas grave, parce que je dirais que les constats de la commission Charbonneau, ben, ils ont ciblé Montréal et Laval et l'industrie de la construction, mais les problèmes qui sont recensés, qui ont été abordés, qui ont été mis en lumière, ça concerne toutes les professions. C'est-à-dire que peu importe quelle profession vous ciblez en ce moment, là, vous allez voir que les problèmes qui ont été identifiés devant la commission Charbonneau, ça vous concerne tous et toutes. Même toi. Oui, je parle encore à toi. Voilà ce qui vous attend un peu cette semaine. Tiens, parlons peut-être de dans le détail, ce que vous avez à faire dans ce module 3. Qu'est-ce que vous avez à faire cette semaine? Je sais qu'il y en a qui ne sont pas encore familiers avec la formule du cours. Je vous rappelle, pour vous guider, là, je vous ai fait une liste de tâches à accomplir. Si vous n'avez pas quoi faire, mais vous allez dans votre module, vous allez voir dans la feuille de route, c'est à gauche. Puis vous allez voir plusieurs modules. Vous allez au module 3 dans la section contenu. Dans la section contenu, vous allez voir un encadré, c'est écrit marche à suivre. Et vous suivez la marche à suivre. C'est assez simple. Vous allez voir qu'en 1, je vous ai dit d'écouter votre podcast. C'est fait. C'est presque fait. C'est presque terminé cet épisode. Donc ça, c'est déjà fait. Bravo. Deuxième chose, de venir demain en classe. Nous serons mardi, 12h30. C'est toujours au Deconinck 1157 pour vous. Sinon, ben, vous réécoutez l'enregistrement du cours. Ensuite, quoi faire? Vous répondez aux j'ai mis 3 petits sondages pour justement essayer de sonder votre intégrité et celle de vos pairs, puis surtout de votre perception par rapport à celle de vos pairs. Des lectures aussi cette semaine. D'abord, le rapport de la commission Charbonneau. Lisez pas tout, là. C'est un rapport je pense que c'est au-delà de 1400 pages. Vous lisez seulement le module 3 du rapport en question. Puis j'ai identifié la partie là, que vous devez lire. Donc, lisez pas tout, évidemment. Essayez de lire la partie que j'ai ciblée pour vous. Allez visionner aussi. Je vous ai fait une petite vidéo qui résume les travaux de la commission Charbonneau. Je vous résume ça en... Comment ça dure là, de temps la vidéo? Peut-être 2 minutes. Mais en 2 minutes, demain en classe, ça va me prendre 30 minutes pour vous expliquer tout ça. Mais déjà, ça va vous mettre déjà là en tête à quoi ça peut ressembler, cette présentation-là. Puis demain, on l'étirera un peu, puis on dira plus de détails. Allez participer aussi au forum du module 3, vous le savez. J'ouvre un forum à chaque module. Vous devez participer à ces forums. Allez aussi compléter le questionnaire. Il y a souvent un questionnaire par module. Le questionnaire est intitulé Nature et mesure de la faute professionnelle. Des questions, allez
allez compléter ce questionnaire une fois que vous aurez fait vos lectures, écouté le cours en classe. Donc, faites ça à la toute fin là, pour tester vos connaissances. Et s'il y a des échecs, vous savez, là, pour chaque questionnaire, il y a 2 tentatives pour replonger ensuite dans la matière pour voir quels sont justement vos manques et incompétences en cette matière de façon à atteindre les objectifs de module. Je vous rappelle les objectifs de module du module 3. Des objectifs à chaque, je vous le rappelle encore, lors de mon examen final, j'essaie de voir si vous avez atteint les objectifs de module. Puis les objectifs cette semaine, c'est de 1, de définir et reconnaître la faute et le manquement professionnel. Donc, êtes-vous capable de reconnaître c'est quoi une faute, de définir c'est quoi un manquement. Autre objectif, d'estimer le nombre de manquements et de fautes et leur gravité. Donc, comment on estime le nombre de manquements, de fautes dans l'exercice de la profession. On va voir ça en classe. La gravité, les échelles de gravité, de nommer, d'expliquer les principales causes de manquements. C'est quoi les principales causes des manquements ou fautes professionnelles? Un indice, ce sera à peu près les mêmes causes et manquements que les fautes commises dans votre rôle d'étudiant. Enfin, de nommer, d'expliquer quelques pistes de solutions pour réduire le nombre de fautes et de manquements. Les pistes de solutions, on va les voir en classe. On va trouver des façons d'agir sur les causes. Hein. Les 2 derniers objectifs sont liés. D'abord, identifier les causes et ensuite, comme piste de solution, agir sur ces causes. Voilà, c'est tout pour cette semaine, pour le podcast en tout cas. En podcast, on se retrouve la semaine prochaine. Sinon, en classe, on se voit demain à 12h30 au 11h57. C'est au de Coninck. Et pour les autres, on se dit à la semaine prochaine. Allez, bye bye. OK, l'indice cette semaine, ce sera les noms des 2 commissaires de la commission Charbonneau. Évidemment, vous en doutez, si ça s'appelle la commission Charbonneau, c'est parce qu'il y a un commissaire qui s'appelle Charbonneau. Déjà, ça vous en donne 1 sur 2. Le premier commissaire est donc Madame France Charbonneau. Et le deuxième commissaire, vous allez le voir dans certains extraits de la commission Charbonneau, c'est Monsieur Renaud Lachance. Donc, l'indice cette semaine, Renaud Lachance et France Charbonneau. Allez, bye bye.